Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum, pour une nouvelle année de la boxe. Quelle était donc cette année beaucoup plus trouble et qu'on a rapidement oublié d'ailleurs, mais il faudrait peut-être y repencher un petit peu. 2012 en boxe, qu'est-ce que ça donnait? Oui, je dis bien en boxe parce que là, je vais pas vous faire des interludes musique, cinéma. 2012, c'est de la merde. C'est de la merde. En musique, je sais pas ce qu'il y a à retenir. Allez, M83 et Algi pour moi. Voilà. Et encore, je suis généreux. Tu vois. Bref, donc, 2012 en boxe, qu'est-ce que cela a donné? En fait, c'est très très intéressant, je pense, puisque c'est une année trouble. C'est une année dont on a du mal à se souvenir ou à refaire dans notre esprit. Et c'est une année, finalement, qui, à bien des égards, représente un passage, un changement de paradigme, presque une entrée, sans qu'on s'en aperçoive, une entrée dans ce qu'on pourrait appeler, c'est un peu pompeux, mais ce qu'on pourrait appeler le postmodernisme boxe. Évidemment, les, les règles tacites changent, mais changent de façon indicible, sans même s'en apercevoir. Des pions sont placés aussi de la part des cadors, c'est-à-dire Alemon et la famille Watson, qui vont placer leurs pions pour, encore aujourd'hui, avoir les dividendes de ce qui a été fait en 2012. On va parler d'un certain contrat durant notre discussion, évidemment, voilà, mais euh, de, de cette politique à vraiment très très longue portée, et ben les origines, si je puis dire, vraiment dans leur essence propre, sont à chercher en 2012. Donc, passer du modernisme au postmodernisme, qu'est-ce qu'il faut aussi? Ben, il faut aussi que ça soit une année peut-être de trouble, de creux, ou qu'on oublie, ou qu'on aime oublier facilement que, pour que on puisse changer encore une fois de paradigme. C'est ça 2012. Et je trouve passionnant dans notre recherche d'historien parce qu'on fait vraiment de l'histoire avec un grand H. Il y a les effets, il y a les effets de surface et il y a les phénomènes de profondeur. Et je pense que 2012 n'aura sur les effets de surface laissé pas grand chose. On va y revenir dans le détail parce que c'est pas aussi simple que cela. Mais dans les effets de profondeur, les changements, c'est presque de la tectonique des plaques qui se passe. Alors on va y réfléchir, on va en parler, évidemment, avec pour ça l'aide de plusieurs discussions Hall of Fame qui ont déjà eu lieu et qui ont eu pour sujet, sans s'en apercevoir aussi, l'année 2012, que vous pourrez trouver ici, 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 et d'autres encore, la playlist est dans le lien, dans la description de cette vidéo, le lien. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour avoir la meilleure playlist YouTube, évidemment. 2012, qu'est-ce que ça a donné finalement, hein? En tout cas, c'est pas vraiment chez les poids lourds que la boxe a rayonné. Ah non, on est dans une période très difficile. On est même dans un truc que finalement, on aurait aujourd'hui, on préférait ne pas avoir vécu, on préfère l'oublier très vite. J'ai presque pas envie d'en parler, mais hey, écoutez, j'étais avec mon ami Greg de Go Boxing News, et puis on l'a quand même évoqué. L'année 2012 de boxe, elle commence quelque part avec ça. Et en plus de cela, le combat arrive. Et là, bon, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde, mais le problème, c'est quand ça t'arrive et que le monde regarde. C'est là où ça la fout mal, c'est que Mormac est pas pétrifié, mais il est, comme on dit en anglais, il est freeze. C'est, il est, Il est... Ouais, il, ouais, c'est ça. il, il exprime rien, il est complètement bloqué, tu vois, il est tight, Il il est est impuissant, complètement tout bloqué, simplement. Il est tout simplement impuissant, impuissant, hein. et malheureusement, regarde ça, cette photo, elle est déchirante. Bah, Ouais, c'est du velours pour Klitschko. C'est du velours pour Klitschko parce que Klitschko n'a ouais. que
travailler sur ce qui s'est bien travaillé. Au pire, il le prend en clinch, il le fatigue. C'est en fait c'est voilà, mais il n'y en a même pas eu besoin parce que Mohamed n'est pas arrivé à s'approcher, quoi. Voilà, il n'y a rien en fait, il y a rien, enfin, il peut rien exprimer du tout. Donc, je te raconte pas la frustration pour lui d'abord, mais aussi pour nous parce que c'est vraiment c'est une catastrophe industrielle et sportive qui arrive au pire moment. C'est dommage parce que Mormec n'avait pas besoin de la victoire. Tu vois, parce que dans l'histoire qui est dans l'histoire, un grand combat, ça suffisait. Exactement. Grande perte 2012. Vous voyez, j'ai mis son chapeau, ou enfin, ce qui s'en apparente. C'est le décès de Bert Sugar, qui finalement pour moi est un véritable manque. Cet écrivain, historien de boxe qui était toujours avec son beau chapeau et puis son cigare barreau de chaise à chaque fois et qui parlait boxe et qui finalement pendant des décennies avait en tout cas chez les anglophones, mais il suffisait que t'écoutes un petit peu, enfin que tu te mettes un peu à l'anglais pour que tout de suite ça devienne une voix très importante. Il était merveilleux de remise en contexte sur tous les aspects de ce qu'on appelle la linéalité, si je puis dire, d'une catégorie. Pas mieux que Bert Sugar pour te parler de la catégorie des moyens, des welter, des légers, évidemment, et des lourds. C'était enivrant. Il l'avait infrasé. En plus, c'était un personnage. Je vous conseille son dernier grand livre qui était avec Angelo Dundee, voilà, qui est bien sûr dans ma bibliothèque. Je vous le conseille évidemment, mais Bert Sugar, ça a été un modèle pour moi, vraiment. Quand j'ai commencé YouTube, j'avais lui en tête et j'ai toujours quelque part plus ou moins Bert Sugar en tête quand je fais mes débats box, quand je vous fais des documentaires comme aujourd'hui. Bert Sugar, c'est une vraie voix qui a permis une continuité de pensée sur 50 ans. Sur 50 ans, c'est immense. Un travail d'écrivain immense et d'historien immense. Allez voir tous ces travaux qu'il a fait pour ESPN pendant des années 80 jusqu'aux années 2000. C'est magnifique. Bert Sugar, quelque part, il reste en nous. Si vous êtes un fan de Bert Sugar, il est là. Merci à toi. Et le combat arrive, et là c'est un combat où je te dirais que Dawson, en gaucher, arrive à appliquer la méthode Taylor implacablement. Hopkins n'a pas les solutions. C'est un combat qui va aussi dans le dirty, évidemment. Dawson va être coupé, encore une fois, les coupures vont, à l'arcade, et les coupures chez Dawson a été un problème dans ses grands combats, mais il va tenir bon, et il applique une victoire, une décision qui me paraît pour moi unanime, et on se dit, voilà, là on l'a enfin, la fin d'Hopkins. Est-ce que c'est ça que vous dites à l'époque? On commence avec toi, John. Non, franchement non, je trouve qu'Hopkins est encore là, il est hors norme, hein, tu sais, il est déjà, bon, alors, sur le premier combat, vite fait, pour en revenir là-dessus, moi, effectivement, j'ai quand même trouvé que Chad Dawson avait fait un plaquage il lui prend, tu vois, qui lui prend la jambe et qu'il fait quand même une sacrée chute, hein. Je sais pas, moi, j'étais pas là ce soir-là, mais quand tu regardes les vidéos, ça fait. Alors après, je vois pas l'intérêt qu'il aurait feinté une blessure, Hopkins, parce qu'il y retourne quand même, tu vois, le mec, tu vois, à la rigueur, je pourrais comprendre, mais en fait, il est tellement hors norme que là, je vois plus l'intérêt pour lui. Je pense qu'il veut vraiment rentrer dans la légende et qu'il en a pas fini, tu vois. On y reviendra là-dessus. Après, ce deuxième combat avec Chad Dawson, écoute, j'ai pas aimé ce combat, moi. Ouais. Je sais pas, en plus, j'aime pas trop, moi, j'aime pas trop les fausses pattes, j'aime pas trop les southpaw, tu vois. Je sais pas, je sais, hein, c'est tout à fait je suis pas fan, mais je trouvais quand même que Hopkins s'est quand même bien démerdé. Son bras arrière rentrait très souvent dans l'axe, toujours, tu vois, toujours bien placé. Mais par contre, Chad, il avait ses fulgurances, la jeunesse aussi. Si tu veux, moi aussi, après, je mets toujours ça sur le compte de l'âge, tu vois. Je me dis, il y a toujours un peu moins de saveur à battre un vieux, tu vois ce que je veux dire. Bon, et encore, ça va être encore plus vrai après.
tu vois. Parce que moi, j'étais là, tu vois, sur l'avant-dernier combat. Mais Dawson, quand même, il est vraiment... il est... si tu veux, en fait, techniquement, c'est plus joli de voir un Dawson sur le deuxième combat Hopkins qu'un Pascal Hopkins, si tu veux. C'est plus joli à voir. Parce que voilà, c'est moins brouillon. Dawson est quand même moins brouillon que Pascal. Mais voilà, moi, je sais pas, c'est physiquement... Voilà, physiquement, j'aime pas le... Moi, je pense, franchement, je pense que Dawson va au bout de lui-même pour tenir ce combat. Il va au bout de lui-même pour tenir ce combat, ce qui fait que Hopkins était encore dangereux. Toi, Antoine, comment tu as perçu ce combat? Je suis assez d'accord sur le fait que le combat n'est pas très beau. Il n'est pas aussi excitant que les combats contre Pascal, parce que Pascal apporte le côté, voilà, l'explosivité, les knockdowns, le côté imprévisible. Dawson, il est plus clinique. Il est dans une filière où il donne son jab, il domine son jab, il le double beaucoup, donc il contrôle un peu, tu l'as dit, Captain, un peu à la Taylor. Il garde la tête froide en dépit de toutes les provocations de Hopkins, et elles sont nombreuses sur ce combat. Il est coupé, franchement, il a droit à tout. Son grand mérite est de garder la tête froide. Hopkins, objectivement, s'en sort pas mal, au sens où je retiens ce que tu as dit, John, sur le bras arrière qui passe, oui, il met des droites. Ça, c'est une certitude. Sur ce combat, il met des droites. Néanmoins, pour moi, il y a une carte, je crois que c'est une décision à la majorité, il y a une carte à 114-114. Objectivement, je trouve ça généreux pour Hopkins. À mon avis, Dawson gagne le combat, il le gagne clairement. Il le gagne pas à 118, mais il le gagne clairement. Tu peux te dire à ce moment-là que le temps d'Hopkins est passé. Voilà. Bon, la vérité, c'est que il va encore. Ouais, la vérité que. Mais on se le dit vraiment. Hein. Je veux dire, là, en 2012, et bon, voilà, Hopkins, voilà. Et tu te dis, moi, en 2012, je me dis, à la fin de ce combat, je me dis, putain, j'aurais vécu le chapitre Bernard Hopkins dans la boxe. Tu vois, j'aurais été un contemporain de ça. Je me le dis vraiment. Vraiment. C'est vrai. Mayweather Cotto. Allez voir, c'est dans la playlist Hall of Fame avec mon ami Antoine. Nous avons fait cette discussion Miguel Cotto qui vous a beaucoup plu et qui continue à vous plaire. Replongez-vous là-dedans. Le lien est dans la description. Mayweather Cotto, avec un Cotto légende absolue. Là, on est sur un duel de Hall of Famer, clairement. Avec un Cotto, voilà. Il est là. Ce soir-là, il est là. Il est là. Il est bien. Il travaille. Et tu vois, c'est encore toute la stratégie de La Hoya qui est appliquée par Cotto. Mais sauf que je trouve que, à la différence de La Hoya qui s'est un peu, pas emmêlé les pinceaux, mais qui s'est un peu fatigué à montrer qu'il était énergique, Cotto le fait un peu plus posé. Ce qui fait ce qui fait que Cotto continue mieux dans le combat. Sauf que, malgré tout ça, malgré la bonne dynamique de Miguel Cotto, Mayweather à la boxe est devant. Il y a un petit écart. Il souffre, mais il est devant. Il n'y a rien à dire. C'est une victoire de Mayweather. Cotto est merveilleux d'honneur et de prestige. Mais très beau combat de Mayweather face à un Hall of Famer. Alors, ça te renvoie juste à un regret. En fait, après le coup, quand on a regardé la carrière de Mayweather et qu'on a dit, mais tel mec, il aurait pu le boxer ou pas, etc. Un des rares regrets que tu peux vraiment avoir, surtout quand tu sais, par exemple, que dans le cas d'un Pacquiao, c'est pas si vrai qu'il a attendu tout seul 2014. C'est pas vrai. Le camp Pacquiao était pas irréprochable dans l'histoire. Tu peux te dire que le Cotto d'avant la retraite de Floyd, avant le premier combat contre Margarito, avant la dérouillée qu'il a prise contre Pacquiao, était sûrement un boxeur qui aurait peut-être été encore plus intéressant à voir contre Mayweather. Et Mayweather part à la retraite sans boxer Cotto. Ça fait partie des quelques noms qu'il aurait peut-être pu prendre à cette époque-là. Tu l'as dit, il y avait des histoires de gros sous avec le contrat avec De La Hoya, mais on va dire que voilà, ce Cotto-là était peut-être un peu légèrement moins usé que celui qui au final aura fait bonne impression contre Floyd, alors qu'on est en 2012. Voilà. Et voilà, donc encore une victoire. Le haut est conservé. Le haut continue à agacer. Mais c'est le ressort d'achat, hein, donc ne soyez pas surpris. Et donc le contrat, l'association avec HBO s'arrête là, voilà, s'arrête là et va arriver, et c'est là la force de Al Haymon, à la différence, je suis désolé, à la différence de Bob Arum, parce que s'il avait été
continuer à être avec Bob Arum, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais oublié. Mais Mayweather est obligé de prendre une deuxième retraite. Pourquoi? Parce qu'il va être emprisonné. Voilà. Il est dans une relation, à mon avis, extrêmement compliquée avec sa compagne. Malheureusement, il fait des gestes qu'il n'aurait jamais dû faire, impardonnables, et pour ça, il ira en prison. Voilà. Il a payé ses mauvais gestes, voilà, qui fera que De La Hoya se gargarisera toujours de dire que Mayweather est un woman beater. Voilà, effectivement, mais il a raison aussi de le dire. Voilà, Mayweather va être emprisonné, mais c'est pratiquement quelque chose qu'on a oublié, tu sais. C'est quelque chose qui s'est fait oublier assez facilement. C'est là, je pense... Ça a été beaucoup moins long que Tyson, par exemple. Évidemment. Ça a été beaucoup moins long, en fait. Il a passé relativement peu de temps en tôle. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a fait de la prison. C'est vrai. C'est vrai qu'il a fait de la prison. Voilà, et qu'il a payé pour ça. Il n'y a rien à dire. On lui trouvera jamais d'excuses. C'est clair et net. Voilà. Ça rajoute une espèce de point commun historique, tu vois, parce que les boxeurs restent des psychologies très particulières. On le sait très bien. Ray Leonard, Ray Robinson, qui étaient deux types beaux gosses, très charismatiques, avec des images de séducteurs, etc., ont eu des problèmes, ont des histoires, effectivement, de violence domestique, de violence conjugale, tous les deux. C'est, voilà, la psychologie d'un boxeur, même s'il a l'air d'être un type qui contrôle, même s'il a l'air d'être un beau gosse, un type qui, etc., derrière, voilà, ça reste des types qui ont des failles, qui ont des histoires extrêmement complexes, il y a rien qui justifie ce qu'ils ont fait. C'est juste que Floyd voilà, on l'a beaucoup comparé sur le ring à ses prédécesseurs prestigieux, il a aussi ça en lui. Voilà, ça en lui aussi. Les boxeurs ne sont pas tous des rôles modèles, mais si les boxeurs étaient tous des rôles modèles, les combats seraient moins intéressants. En tout cas, c'est mon avis. Ouais, et puis c'est un peu lourd de leur faire porter ce truc de rôle modèle quand même nos politiques n'arrivent pas à le faire. Donc, on va pas demander ça à un sportif. Ce qui est bien, en revanche, c'est de voir que ce mec-là n'était pas au-dessus des lois. Voilà, tout à fait. Il a commis un délit, il est allé en prison, très bien. Voilà. Ah oui, mais de toute façon, en termes littéraires, là, comprenez-moi bien, vous avez bien compris, voilà. En termes strictement littéraires, en termes d'interprétation littéraire de ce personnage social qui est Mayweather, c'est très compliqué parce qu'il est à la fois cet homme-là, il faut le dire, et il est à la fois cet homme qui, va avoir la garde de ses enfants. C'est lui qui a la garde de ses enfants et qui a été toujours là, parce qu'il y a beaucoup de pères, de boxeurs pères absents, totalement absents. Ça aussi. Et lui, il est à l'inverse de ce cliché-là. Donc il y a plein de clichés et tout. Enfin, ça sera le rôle d'un grand écrivain d'écrire une biographie sur Mayweather. Ça, j'en suis sûr. Comme pour d'autres personnages comme Pacquiao et d'autres, évidemment. Donc, il y a ce hiatus. Il va en prison et tout ça. Et sauf que le destin a mis sur la route de Mayweather, a mis Alemon, et c'est là que Alemon devient hyper important. Puisque de ce divorce avec HBO, mais c'est le divorce symbolique, ce divorce d'hommes, tu vois, c'est des gens qui se détestent, et il va réussir à offrir à Floyd, qui est donc en prison, en termes business, c'est quand même énorme ce qu'il a fait. Il a son joyau qui est en prison, qui a mauvaise presse, c'est bien normal, qui est pas aimé par même le public box. Le public box regarde pour qu'il perde. Tu vois tous les désavantages. Il va obtenir le plus gros contrat sportif au moment des faits avec le groupe CBS. CBS possède Showtime pour un truc, c'est plus de 200 millions de $, je crois 265 millions de $ de mémoire. Il signe ce contrat pour 6 combats. Mayweather passe sur Showtime, et donc c'est la période Showtime de Mayweather, et c'est l'avènement d'un nouveau personnage. Ça fait bien longtemps que Pretty Boy n'est plus là, et maintenant c'est Money Mayweather. Regardez en dessous, en sous-carte, Canelo Mosley, parce que Canelo déjà à l'époque est un phénomène. Canelo est déjà un phénomène, et n'oubliez pas, il y a Canelo Mosley juste là, c'est pour ça que je vous ai laissé l'affiche. Quid de Froch maintenant? Et ça va être vraiment revécu, et
Et là, c'est très intéressant parce que là, c'est aussi avec ils sont déjà en association dès ce combat de finale, parce que vous pouvez le voir sur le ring, c'est Eddie Hearn. Parce que Eddie Hearn est en train de déployer ses ailes dans le monde de la boxe. Voilà, il est le fils de Barry Hearn, le créateur de Matchroom et Matchroom Boxing, notamment. Matchroom est une entreprise qui fait beaucoup. Eddie Hearn a commencé finalement dans Matchroom, il a lancé la société dans le poker. Et donc, ils ont refait un regain d'argent dans le poker. Et après, avec Audley Harrison, il se remet, le petit Hearn, il se remet à la boxe. Mais le coup de foudre va arriver avec Carl Froch. Et quelque part, Carl Froch va avoir une nouvelle carrière avec Eddie Hearn, et Eddie Hearn, lui aussi, avec Carl Froch. Vous comprenez ce que je dis? Les deux vont s'associer, et c'est une association qui va aller vers des sommets. Mais donc, il faut revenir. Et le retour de Froch à Nottingham est vraiment vécu comme un comeback. Alors qu'il n'y a même pas un an de décalage avec la finale du Super 6. On est si je ne me trompe pas, on est en 2012. Et donc, c'est un champion qui va défendre son titre là-bas à Nottingham. Et ce champion, c'est un Roumain, mais basé à Montréal, que je connais très bien. C'est Lucian Bute. Lucian Bute contre Carl Froch. Et Carl Froch, et c'est là où tu te dis, la défaite, c'est là où on ne voit pas. Parce que mettre le fait qu'il n'ait pas un haut et qu'il ait 2 défaites, je pense que du côté de Montréal, on a complètement perdu toute notion d'analyse pugilistique. Parce que s'il y a bien un match-up qui ne pouvait pas aller pour ce Lucian Bute, c'était Carl Froch. Parce que Lucian Bute est un boxeur très slick. C'est un gaucher très slick, très propre, ça tourne bien, c'est très très propre. Mais il faut que ça... pour Lucian Bute, il faut que ça reste propre. Dès que tu le mets dans du dirty, dès que tu le secoues, tout ça, il va pas bien. Il va pas bien. CF allait voir son premier combat contre Librado Andrade. Et donc là, Carl Froch, qui a vu ce combat, il sait très bien. Et il va aller lui mettre des bouillons, mais des bouillons de l'espace. On n'est pas sur du pugilisme. On va aller secouer un mec. Parce qu'on sait que s'il est secoué, il va perdre au pied. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe en très peu de temps. Et au 4e round, si je ne me trompe pas, Froch va sortir une rafale sur le pauvre Bute qui ne sera plus jamais le même. Hein, on vous parle qu'il y a des coups en boxe qui te changent non pas ta carrière, mais qui te changent ta vie. À mes yeux, la rafale qu'il prend là, il n'est plus le même. Symboliquement, c'est une mort. Hein, parce que Froch le détruit. C'est une rafale extrêmement spectaculaire à voir. Effrayante même. On est dans notre période Halloween. C'est effrayant. Ce que Froch va lui mettre, c'est effrayant. Et c'est le retour. Mais c'est parce que c'est vécu comme un comeback. Mais il reprend un titre, donc le titre IBF des super moyens. Il reprend un titre, c'est énorme. La salle est en folie. Eddie Hearn est aux anges. D'ailleurs, il rentre dans le ring avant même que l'arbitre officiellement arrête Bute. Parce que l'arbitre, regardez bien, l'arbitre, il s'interpose, il le compte, mais il ne sait pas quoi faire, l'arbitre. Et en fait, heureusement, c'est Larocque du coin de Bute qui monte et qui jette l'éponge parce qu'il voit que l'arbitre allait peut-être remettre Bute dans le jeu, si je puis dire, le renvoyer au combat. Et l'intelligence de Stéphane Larocque qui jette l'éponge parce que son boxeur n'y est plus, mais vraiment plus. Hein. Vous regardez les images, c'est effrayant. Quel comeback. En plus, chez lui, scénario parfait du côté de Froch, Antoine. Alors, tu l'as dit, c'est un comeback et on aurait pu imaginer de la part de Froch, qui n'est déjà plus un jeune boxeur, on aurait pu se dire, attendez, s'il veut continuer sa carrière, la voie logique, c'est plutôt de monter en catégorie, parce que vous avez vu son physique, en fait, à Froch. Ouais, il est efflanqué. Il est même pas sur le ring pour faire 168, il est efflanqué, ce mec-là. C'est un type, il y a la peau et les muscles, il n'y a rien d'autre. Et donc ça, à maintenir sur toute une carrière, c'est compliqué quand même. Donc tu peux te dire, voilà, le mec va monter en catégorie. Et en fait, c'est un athlète qui a une morphologie particulière, mais qui a aussi une discipline. Donc il va rester à 168 livres. Et
Boutet, ça a été un peu l'absent du Super Six. Finalement, pour des raisons X, Y ou Z, il n'a pas intégré ce pool de boxeurs. Et donc, il aura continué un peu en parallèle. Et il aura entretenu une illusion un peu trompeuse que parce qu'il est invaincu, parce qu'il est joli à voir boxer, etc., en effet, c'est le patron de la catégorie. Voilà. Et malgré tout, son adversité n'aura pas été du niveau de celle de Froch. Lui, il n'a pas de défaite, mais il n'a pas boxé les mêmes gars. Il a des victoires, tu l'as rappelé, Captain. Hein, il a 2 victoires sur Andrade, dont une où ça a failli très mal se passer pour lui. Il s'est fait secouer. J'étais sur place. Andrade s'est fait avoir parce que Boutet se fait clairement sauver par l'arbitre, mais vraiment sauvé par l'arbitre et par le gong. Mais il est complètement KO. Et d'ailleurs, il est KO de la même façon qu'il est KO contre Froch. Il est envoyé au tapis à la dernière seconde en fait du combat. Et l'arbitre, objectivement, prend beaucoup de temps pour dire à Andrade, reste dans ton coin. Et au final, il y a plus de 10 secondes, très clairement. Donc, il est sauvé comme ça. Et il n'a pas vraiment bossé sur ses défauts. Il ne s'est pas amélioré. Plusieurs combats suivent où il continue à faire l'artiste à distance ou à mi-distance. Mais il n'est pas prêt pour une guerre. Et Froch, en fait, assez intelligemment, quand on regarde le combat, il n'y va pas tout de suite, en fait. Il laisse venir Boutet. Il le contre, c'est-à-dire que quand Boutet avance, fait le petit pas, il contre, jab, droite, en haut, en bas, la droite en haut, en bas, etc. Et c'est quand il sent que Boutet, justement, prend un peu mal la droite qu'il lui va dessus. Alors, il lui va dessus, en fait, au 3e round. Il lui met la rafale dont tu parles, Captain. Boutet survit. Au 4e round, il réessaye de faire un peu son truc. C'est pas terrible. Et c'est au 5e, en fait, qu'arrive la deuxième arme. Voilà. Il est pris dans les cordes. C'est symbolique, il est pris dans les cordes et c'est au 5e, d'accord. Il maîtrise, voilà. Il aura maîtrisé le truc d'une manière extrêmement importante. Et c'est vrai que, vu que la cote de Boutet est un peu trop haute par rapport à ce que le mec valait vraiment, c'est une victoire qui a un gros retentissement à l'époque. Ouais. Parce que putain, Froch a battu un gars dont on disait, bon, alors Boutet, accessoirement, allez voir son combat en amateur contre Golovkin. Ça se finit pas très bien pour lui, mais c'est tout à fait intéressant. Je ferme la parenthèse. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour Froch, voilà, arriver à rebondir comme ça d'une désillusion contre Ward, sachant que sur ses 4 derniers combats, il était à 2-2 quand même, hein, quand tu comptes la défaite contre Kessler et la défaite contre Ward, et qu'il a battu Glenn Johnson, mais Glenn Johnson qui avait 42 ans et qui redescendait en 168, quoi. Donc, voilà, on pouvait vraiment se demander si Froch n'était pas un peu, à 34 ans, un boxeur périmé. Et en fait, absolument pas, putain. Il ferme des bouches d'une force. Alors certes, il boxe chez lui, ce qui est un petit avantage, mais il faut saluer la performance. C'est une de ses plus grosses performances en carrière, sinon la plus grosse. Et toi, Clément, t'es d'accord ? Moi, je suis totalement d'accord. Et puis même, je vais rajouter, j'ai jamais été trop fan de Lucian Boutet comme boxeur, très très honnêtement. A posteriori, je pense que toi aussi, Captain, justement, je crois qu'on en avait parlé justement. Et que dire, le bouillon que lui met, en fait, je vais vous corriger, c'est dans le 5e round, c'est pas dans le 4e qui met le bouillon à Lucian Boutet, Carl Froch. C'est dans le 5e. Il commence au 3e. Ça commence au 3e. Il commence au 3e et au 5e, il le finit justement, où il y a l'arrêt de son coin, etc. Moi, je suis totalement d'accord avec l'analyse qui a été faite, comme quoi Lucian Boutet, en fait, il a eu une carrière en parallèle et il a réussi à maintenir une illusion d'invincibilité et d'être le patron de la catégorie, alors que pas du tout. Mais vraiment pas. Et je pense que franchement, ouais, il y avait des cotes qui étaient... À l'époque, j'avais vu qu'il y avait eu des cotes qui étaient mirobolantes pour une victoire de Lucian Boutet. J'étais comme ça, comment tu peux te dire que Lucian Boutet avait vraiment une chance de remporter ce combat? Moi, je suis vraiment dur avec Boutet sur ce combat, mais moi, j'ai cette impression, concrètement. Voilà. Pacquiao Bradley, que j'avais eu l'occasion de voir quelques années précédemment contre Kendall Hall, qui m'avait fait forte impression, en super léger. Là, on est chez les Walter. Ce Bradley, cet athlète et ce mec qui a une volonté de faire. Pacquiao Bradley, bon, sur le papier, intéressant, surtout si Bradley y va avec de l'envie. Et c'est ce qui se passe, sauf que Pacquiao, je pense, au pugilisme, contrôle, dirais-je, le combat. Mais alors là, est-ce qu'on a voulu faire comprendre quelque chose à Bob Arum et Pacquiao? Je ne sais pas. Mais là, on parlait de décision bizarre, mais alors là, on y va pleinement.
Et allez, vas-y Vincent, cette décision-là, elle a dû t'énerver. Mais écoute, je crois que je retiendrai la phrase de Jim Lampé qui à la fin du combat il dit bon mais voilà, Timothy Bradley gagne le combat, Dieu seul sait pourquoi. Et c'est vrai que quand on voit le combat, ben, on comprend pas. On comprend pas. Alors comme tu dis, c'est vrai que c'est marrant parce qu'il sort d'une décision justement controversée Manny en sa faveur. Et là tout d'un coup, ben, est-ce qu'il y a eu effectivement un message qu'on a voulu faire passer? C'est étrange parce que Bradley, même si il fait pas un mauvais combat clairement, mais tu vois que Manny est un niveau dessus. Et ouais, ça fait vraiment partie, effectivement. Pour le coup, comme disait Antoine, j'étais d'accord pour dire que le précédent combat, on peut pas parler de vol, mais là, pour le coup, moi, je parle clairement d'un vol. Quoi. Et toi, Antoine? Alors, moi, je vais essayer de défendre la thèse inverse. C'est un combat qui, à mon avis, mérite d'être débattu. Alors déjà, hommage à Tim Bradley. Hommage à Tim Bradley parce que c'est le petit Holyfield. C'est le petit Holyfield. C'est un gars qui vient d'une catégorie inférieure dans une catégorie plus noble. Conditions physiques exemplaires. Pas beaucoup de punch, mais du cœur à revendre. Un type qui va, sur la force de sa volonté, toujours tout donner pendant les rounds qu'il faut. Donc, grosse énergie, bon pugilisme également. Parfois un peu teubé sur un ring, on en reparlera. Sachant utiliser sa tête, et parfois pas de façon très catholique, hein, un peu comme Holyfield aussi. Donc, les similitudes avec Holyfield, c'est quelque chose. Il est numéro 3 pound for pound à l'époque. Et Manny est numéro 1. Donc, c'est un combat de titan. Ne l'oublions pas, un beau match-up top rank, comme tu l'as dit, Captain. Donc, combat de titan. Qu'est-ce qu'on regarde quand on a un peu ravalé sa colère, j'étais tout aussi en colère que vous à l'époque, et qu'on reprend le truc un peu froidement. On a oublié que Manny, à ce moment-là, a 33 ans et qu'il a un tout petit peu commencé à boxer en contrôle et à ralentir. Il est exceptionnellement moins actif que Bradley sur le combat. Il donne moins de coups. Bradley, mine de rien, bosse. Il bosse. Ça peut marquer les juges. Il travaille, et il travaille 3 minutes par round. Tandis que quand on mate le combat, Manny, en fait, a des très bonnes minutes. Et puis, est un peu sur la réserve. Il choisit ses minutes, en fait. Voilà, il essaie de voler des rounds. Voilà. En scoring, tu prends un petit risque quand tu fais ça. Tu prends un petit risque. Bon. Quand tu mets bout à bout ces phénomènes-là, en fait, tu te dis que, moi je donne toujours le combat à Manny, mais je regarde les cartes des analystes du monde entier qui ont noté le combat, un raz-de-marée de personnes qui ont donné le combat à Pacquiao, et je les comprends, je fais pareil. Mais moi je donne à Pacquiao un combat disputé, compétitif, comme peuvent dire les Américains, c'est-à-dire dominé par Pacquiao sur la première moitié, où Bradley refait surface dans la deuxième. Et donc, je vois des cartes, une succession de cartes à 119 ou 118 pour Pacquiao, et je me dis, attendez les gars, Lederman aussi s'est un peu merdé sur ce coup, parce que Lederman, HBO voit Manny comme sa poule aux œufs d'or, c'est normal, c'est devenu un super-héros, et puis Lederman, il score toujours les coups les plus nets, il score toujours les coups spectaculaires. J'aimais beaucoup Harold, mais c'était sa façon de scorer. Donc, quand tu mets tout ça bout à bout, je pense que c'est peut-être moins scandaleux que ce dont on avait l'impression initialement. Après, on est en 2021, je repointe le combat, je le donne à Manny. Il n'y a aucune difficulté pour ça. Je dis simplement que ça a fait du mal quelque part à Tim Bradley, cette histoire, ce scandale. Ça a fait du mal à Bradley, qui a fini par recevoir des menaces de mort, qui a fini par boxer comme un teubé pendant son combat d'après, et ça a failli lui coûter une trépanation, parce qu'il voulait prouver quelque chose sur le ring. Enfin bon, donc c'est... voilà, j'ai envie de dire, effectivement, pas le bon vainqueur, mais Tim Bradley était pas n'importe qui, et il a sorti un combat assez remarquable contre Pacquiao, j'ajouterais, pour un mec qui s'est blessé la cheville au 4e round. C'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai, mais... Ça, évidemment, ça ne va pas rentrer dans le scoring. En revanche, ça remet en valeur le courage physique de Tim Bradley et ce qu'il a réussi à faire pendant 8 rounds qui ont suivi. Eh oui, on se retrouve le 23 juin. Tiens, le 23 juin, une date que j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Sans le 23 juin, vous n'auriez pas Zidane, vous n'aurez pas le captain, vous n'aurez pas le mini-captain. Donc voilà. Donc tu sors le champagne chaque 23 juin. Et donc j'étais hypé de fou pour ce 23 juin parce que, et ça permet de remettre un petit peu dans l'état d'esprit de l'époque et en quoi aussi notre époque, enfin, permet de relativiser
ce qu'on a vécu 10 ans auparavant, puisque on était sur la revanche du combat de l'année 2011 entre Victor Ortiz et André Berto. En 2011, ils avaient tout donné, c'était du à toi, à moi, c'était magnifique. Et de là, d'ailleurs, finalement, on les avait placés très haut. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment des faits, cette génération, notamment Super Léger et Walter, cette génération, finalement, comme on vit dans l'instant présent, comme on vit avec eux, on est obligé de les placer haut dans nos critères. Et le temps faisant, on s'apercevra quand même que c'était pas ça, tu vois. Et d'ailleurs, 3 ans plus tard, quand Money May affrontera André Berto, il dira, en parlant de Berto, en fait, il parlera de toute une génération, il le dira au micro d'ESPN, vous voyez cette interview, c'est des B+, des C fighters, des B+ fighters au mieux. C'est Floyd qui le dit, et l'analyse était finalement froide et bonne. Et toujours est-il qu'on attendait ça. Et puis patatras, finalement. Patatras, c'est André Berto que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui, alors là, vraiment, je peux vous dire, est un mec hyper sympathique, rien à dire là-dessus. Et ben, le Berto, il tombe pour 2 pages. Et ce rematch, qui était vraiment une date très attendue, devient un petit what if, finalement, de l'époque, parce que il est annulé. Berto va prendre une sanction de plusieurs semaines de mise à l'écart. Le combat peut pas se faire. Et donc, Victor Ortiz va affronter un autre personnage que j'ai fini par beaucoup aimer et que finalement je découvre à ce moment-là. C'est un palliatif, c'est pas ce que j'attendais, mais ce combat va arriver. Voilà, Josecito Lopez. Dans un combat en finalement, même, comme je vous disais, si aujourd'hui on peut avoir un regard critique et un regard assez froid sur cette génération, les combats en soi, t'as pas besoin de faire partie d'une génération de ouf pour donner des combats de ouf. Il suffit de tout donner sur le ring. Et c'est ce qui va se passer. Josecito Lopez donne tout sur le ring dans un slugfest. Un slugfest aux accents latinos comme on les aime. Victor Ortiz donne du répondant tout le temps. Il est quand même là tout le temps, puisque le 9e round, je vous parle de mémoire, le 9e round n'est pas encore arrivé, Josecito Lopez lui aussi, c'est-à-dire que si Ortiz a des bonnes réponses, Lopez est sur sa gueule en tout temps. Et c'est incroyable cette volonté qui transparaît, la volonté de Josecito Lopez, quelque chose qui transparaît, et c'est un dur, et tu sens que il est au premier degré, il veut vraiment, Ortiz il peut pas l'encadrer, et ça se voit. Voilà. Et puis il y a ce 9e round où, sur un énorme coup, il y a la mâchoire fracturée de Victor Ortiz, il rentre dans son coin, et là, alors, on lui portera pas grief, il a une grosse blessure, on soupçonne d'ailleurs qu'il a une grosse blessure dès qu'il revient, parce qu'il a la bouche entrouverte, etc. Si je me souviens bien, il saigne aussi de la bouche, et finalement, le Victor Ortiz, qui était très haut à l'époque, souvenez-vous, il est très haut, il avait déjà eu, malheureusement, il y avait eu le combat Mayweather qui avait déjà mis une grosse teinte noire sur le personnage, hein, voilà. Psychologiquement, le mec sur un ring pouvait dévier. Et là, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a un cinéma qui ne sera pas acceptable. Non pas la blessure, non pas le courage du mec, mais le cinéma. C'est-à-dire que il veut abandonner, il choisit d'abandonner, et il en a le droit d'ailleurs. Mais c'est après le cinéma qu'il fait, c'est-à-dire un peu une sorte de révolte complètement chiquée et complètement fabriquée, préfabriquée contre son propre coin. C'est-à-dire il met sur les épaules de ces mecs sa décision. Et donc arrive le Victor Ortiz quitter.
qui va le poursuivre, hein, ça le poursuivra sur d'autres aspects, notamment la revanche qui arrivera contre Berthaud en 2016. Voilà. Alors que la hype n'y était plus du tout. Hein. Bref, on avait vécu ça ensemble en 2016. Et donc le quitter et surtout l'affabulateur, il y a une sorte de vraie mesquinerie et bah tu prends pas, enfin je veux dire tu prends pas tes responsabilités, tu as le droit de quitter surtout quand tu es blessé, voilà, mais cette attitude là qui va se reproduire chez Victor Ortiz, ça va être finalement radical en tant que ce qu'on pourra finir de penser du personnage. Alors le 23 juin, c'est pas ce qu'on attendait, mais finalement, je vais essayer que Lopez l'aura bien calmé, le Ortiz, et puis si je me trompe pas, grâce à ça, je sais pas si c'est dans la suite ou avant, enfin dans cette période de temps, il aura son Canelo fight. Canelo n'étant pas encore, comme on vous l'a dit, le Canelo d'aujourd'hui. Évidemment, ouais, à l'époque, ça commence pour un latino, c'est déjà ça. Bref, l'été démarre grandement, non, mais l'été boxe démarre. On passe à un combat entre David Haye et Derek Chisora, qui en fait est malgré tout, malgré le mauvais goût profond de la source de l'intérêt, est quand même beaucoup plus tripant qu'un énième délire avec les Klitschko. C'est bizarre à dire, voilà. Mais ça va être tripant. On va grave triper ce truc parce que Frank Warren va être génial. La mise en scène, même les conférences de presse avec le grillage. Voilà. L'anecdote que David Haye a dû s'enfuir d'Allemagne en Suisse pour pas que la police lui tombe sur la gueule aussi, parce que c'est quand même une agression. Enfin, bref, ouais, il n'y a pas une bouteille aussi qui est utilisée pendant la bagarre. Ouais, il y a une bouteille aussi. C'est chaud, hein, c'est chaud. C'est chaud. Adam Doof, il est complètement ouvert. Haye met des coups à Derek Chisora, des coups aussi presque de MMA, de coude, mais il tape aussi l'entraîneur de Chisora. Mais oui. Parce que l'entraîneur, il va aussi. On est sur du vrai, là. Hein. On est sur oui, de la vraie animosité, j'ai envie de te dire aussi. Je pense que les deux ne s'aimaient pas du tout déjà à l'époque. Et en plus, Chisora était complètement... le mec était complètement fou. Il était over the top, le mec. Il était over the top à l'époque. Et donc, finalement, de ce truc complètement malsain, de mauvais goût et tout ça, en fait, on a un truc qui va un peu redonner de l'enthousiasme avec David Haye. Parce que, en fait, on l'aurait raté pour rien au monde. Ça se passe au West Ham Stadium, là, et tout. C'est Box Nation qui diffuse, alors que c'est un tout petit réseau appartenant à Frank Warren, mais qui va surperformer avec des petits documentaires. On est chaud bouillant. Et puis arrive le combat. Alors, encore beaucoup d'histoires pour ce combat, puisque combat qui va se faire 35 000 personnes, hein, vraiment, enfin, les soirées anglaises comme on en rêve, mais il va commencer à pleuvoir. Et donc David Haye, qui n'a pas boxé depuis Klitschko, donc depuis plus d'1 an, où en est-il? Et il monte sur le ring, et là il monte sur le ring avec une histoire de chaussures encore. Hein, bien avant notre ami Johan Duhaupas, il va monter avec des chaussures de running. Et regardez même, quand il monte sur le ring, regardez bien, ils ont prévu le coup, c'est-à-dire qu'il a il a du papier là, des trucs qui viennent protéger ses chaussures pour que la semelle ne soit pas mouillée. C'est ça. Alors pourquoi a-t-il mis ses chaussures? Seulement pour la pluie ou pour autre chose? Je ne sais pas, mais j'aimerais vraiment avoir la réponse à ça. Ouais. Derek Chisora arrive avec des chaussures normales, et puis arrive un combat. C'est avec 5 rounds, mais c'est avec 5 rounds de poids lourd, un peu à l'ancienne, génial. Chisora n'est pas dans un bon soir en termes pugilistiques. David Haye est dans une sorte de renouveau, petit renouveau, mais le sharpshooter qu'on a aimé est de retour.
le bon boxeur qu'on a aimé est de retour. Et puis, à la boxe, il domine. Très bon coup d'œil. Et il y a toujours ce décalage vers la gauche, parce qu'ils savent qu'il y a une ouverture sur le côté gauche de Chisora. Et puis il y a décalage et parpaing de l'enfer en crochet qui arrive au 5e round. Et là, c'en est fini. Et c'est par rapport à toute l'histoire de ce combat, c'est hyper satisfaisant. C'est un gros chaos, puisque pour le finir, David Haye, qui était très précis, en plus d'être un sharpshooter, il le démonte avec des coups très clairs. Et c'est combat satisfaisant vis-à-vis d'une histoire passionnante malgré tout. C'est un super moment de boxe. Et finalement, on peut le dire déjà maintenant, c'est le dernier grand moment super de boxe de David Haye, mon cher Antoine. Oui, c'est un vrai bon combat de poids lourd, très excitant. Il faut savoir, le match-up est très bon parce que Chisora ne s'est pas boxé autrement qu'en avançant ou très peu. Donc, évidemment, il donne à Haye ce que Haye adore, c'est-à-dire, même si Chisora est un type mastoc, je crois qu'il pèse 30 livres de plus que Haye, etc., bon, ça reste un type qui avance sur lui. Et Haye en profite, il se régale dans son style caractéristique de, voilà, le mec arrive, je déclenche très précisément, j'envoie le jab, je double avec la droite quand je peux, etc. Bon, il se déplace bien sur le ring, évidemment. Del Boy, vous l'avez dit, on l'a vu meilleur après. On l'a vu meilleur plus vieux que ce soir-là. Oui, effectivement. Il n'est pas dans un très bon soir, mais je donne du crédit quand même à Haye sur ce combat, parce qu'objectivement, il l'a jonglé. Enfin, pour parler comme Clément, il l'a jonglé. C'était excitant. On a eu le finish dont tu as parlé qui est excellent. Et objectivement, ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien quand on reste sur une lancée d'une série de combats un peu décevants, soit des affiches ternes, soit des combats ternes, de voir un combat comme on les aime avec deux mecs qui se détestent. On a bien fait monter la sauce et ça délivre à bonne hauteur. Ma foi, c'est un soir où on se prend à croire encore en la boxe. Et c'est plutôt agréable. Effectivement, Clément, concernant David Haye, c'est un souvenir. Ça, c'est un souvenir positif, quoi. Le combat, on parle. C'est un excellent souvenir. Moi, j'en ai un excellent souvenir de ce combat. Moi, là où je donne du crédit à David Haye, c'est que quand même, bon, quand tu vois Chisora qui est une belle masse et qui est un poids lourd naturel, et quand tu verras quand même la suite de sa carrière, ce que ça donnera à Chisora, tu te dis putain. Ce qu'il réussit à faire quand même, c'est assez fou. C'est assez fou. Et mais ce KO en plus au 5e, je trouve complètement dingue, même des années après. Et ouais, non, grosse perf. Hein. Franchement, pour se relancer après ce qui s'était passé contre Klitschko, il fallait le faire. Il fallait le faire. Ouais, tout à fait. Chapeau l'artiste. Chisora a tenu 12 rounds contre Vitali quand même. Bon, ouais. En travaillant bien en plus. En plus. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Après, le problème de Chisora, c'est qu'à cette époque, je trouve que c'est les montagnes russes un peu. Voilà. C'est un peu les montagnes russes. Et je pense que c'était un mec qui n'était pas constant à l'époque et qui même quelque part a un grain de folie aussi. Oui, c'est possible. Moi, je suis persuadé que ce mec, surtout à l'époque, était un chien fou. Et là, j'ai l'impression. On parle de Chisora, mais en ce moment, je pense qu'il s'est un peu assagi, je trouve. On parle de Chisora. Il a pris des coups, hein, donc bon. Ça calme. Voilà. Et donc là, en fait, c'est une sorte de renouveau, et puis il n'en faut pas plus pour que la machine reparte. Et arrive un combat chez les super légers, où là, l'erreur de Khan, c'est qu'il va prendre un gars qui, à ce poids-là, des super légers, et à ce moment-là, 2012, on est le 14 juillet 2012. Ah non, oui, on est le 14 juillet 2012, je m'en souviens de ce combat parce que j'avais fait une putain de fête et j'avais fini par ce combat, j'étais trop heureux. Voilà, on est le 14 juillet 2012. Prendre Danny Garcia, ce soir-là, en fait, c'était le truc à pas faire. C'était le truc à pas faire. Pourquoi ? Parce que les Garcia, et puis Angel Garcia qui nous agace, qui nous fait sourire, enfin, ce mec truculent, un peu con et truculent, il n'est pas si con que ça sur ce coup. Le trash talk va très très haut
mais il fallait faire sortir de ses gonds Amir Khan. Et ils y arrivent bien. Le clan Garcia arrive super bien à le faire. En fait, je vous répète, Amir, il a peut-être pas le menton d'un guerrier, certainement pas, mais il a l'esprit d'un guerrier. On peut pas lui retirer ça, tu vois. Il a de la niaque, il a la grinta, tu vois. Il a du caractère, tu vois, à défaut d'avoir le menton d'un guerrier, d'un Holyfield. Il n'a pas ça. Et donc, il faut le sortir de ses gonds pour qu'il ait envie d'y aller, quoi. Il est encore avec Freddy Roach aussi. Et Danny Garcia. Alors, Danny Garcia à la boxe, il se fait supplanter par Amir Khan. Sauf qu'il y a un truc, c'est que Garcia, il a des crochets larges et surtout, il a un timing. Et en fait, Garcia, je trouve que c'est un des mecs qui a réussi à le mieux timer de toute sa carrière, avec le rouquin dont on parlera plus tard, qui a réussi à le mieux timer Amir Khan. C'est comme si Danny Garcia avait réussi à capter le rythme précis d'Amir Khan, et ça, comment dire, ça enclenche. Je crois que c'est au 2e ou au 3e, ça doit être au 3e. C'est 3e et 4e où c'est violent. 3e et 4e round, et ben, comme l'avait dit Clément, il y a des parpaings de l'espace qui arrivent sur Amir Khan. Qu'est-ce qui se passe? Il est knock-out, il est désarticulé aussi, comme tu le disais, mais il va se relever à chaque fois. Ce qui fait que vous avez très peu de rounds dans ce combat, mais il y a un engagement de fou. Parce qu'en fait, c'est l'ego de Amir qui a, au bout d'un moment, qui a parlé. Il se relève, le gars. Il se relève, hein, parce qu'il aurait pu aussi rester allongé. Tu vois, lights out, merci, bonsoir. C'est pas le cas, mais il se fait déchirer. C'est une grosse prise de titre de Danny Garcia. Et c'est bizarre, tu vois. Moi, j'aime beaucoup ce combat. Regardez, vous voyez, parce que c'est la grande soirée de Danny Garcia. Il n'en aura pas des plus grandes, moi, je trouve, par la suite. Voilà, en fait, on n'a pas compris que c'était sa plus grande victoire et après il allait plafonner. Enfin, il y a contre Matissé que c'est pas mal, mais c'est un autre registre, c'est une autre atmosphère. Mais là c'est explosif. Et tu sais quoi? Toute la semaine du combat, ces conférences de presse, pesées, tout ça, tu sentais que ça allait finir un peu comme ça. Tu sentais, et t'osais pas y croire parce que vraiment le favori c'était Khan, Danny Garcia était l'underdog. Mais tu sentais qu'il allait se passer un truc, et ça se passe. Il y avait cette électricité là qu'on n'a pas si souvent que ça, tu vois, qui manque. Mais ce soir-là, elle était là, moi j'ai kiffé. Malheureusement, c'est une défaite dure, tu vois. Mais vous les gars, on va commencer avec toi, Flo. Là, c'est la conclusion. On ne peut pas dire l'inverse qu'il y a un gros problème de menton avec Amir Khan. Bah, c'est la conclusion, et puis en plus, c'est parmi ces 4 défaites par KO, c'est la seule où il y va vraiment plusieurs fois, quoi. Ah oui. C'est j'y vais une fois, je me relève, j'y retourne, j'en prends une, je me relève, j'en reprends une, et tu sais, en fait, à chaque fois qu'il se relève, tu te dis, ouais, super, t'es un guerrier, mais en même temps, tu sais qu'il va en reprendre une. Tu te dis, mais t'as ce sentiment-là complètement bipolaire de te dire, c'est super, mon garçon, ce que tu es en train de faire, et en même temps, tu as envie de lui hurler à la tête, mais reste par terre, parce que tu vas juste y retourner dans 10 secondes, quoi. Et effectivement, c'est le nom d'Danny Garcia et le timing et le crochet de Danny Garcia qui va complètement annihiler sa boxe. Et c'est là également qu'on va se rendre compte de ce problème-là. Enfin, là, je ne sais pas, mais c'est ce problème-là de Amir Khan, ce problème-là de, en fait, au bout d'un moment, si tu déclenches des touches mais que tu ne fais pas peur à l'adversaire, bah, il va juste accepter de les prendre et puis remiser en même temps. Voilà. Quelque part, Danny Garcia, ils avaient le blueprint, quoi. Ils avaient une sorte de blueprint, ils l'ont appliqué et ça s'est passé exactement comme prévu, quoi. Tu laisses passer la première touche, la deuxième touche, sur la troisième, t'envoies. Ça va toucher. Tu t'en fous de prendre les siennes de toute façon. Et c'est ça qui fait que c'est quelque chose qui arrive à répétition dans la boxe quand tu sais qu'il y a un mec qui frappe pas face à un mec qui frappe. Moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps dans mes pronostics, c'est que tu ne peux pas aller boxer si tu ne fais pas peur à ton adversaire. En tout cas, c'est très compliqué, surtout s'il touche en même temps, si lui, il a de la frappe, parce qu'il suffit qu'il déclenche en même temps que toi, et c'est toi qui vas prendre.
tu pars à la guerre avec un bâton de bois et lui, il a une épée. Vous allez vous taper tous les deux en même temps, sauf que toi, tu vas te faire découper et puis lui, il va repartir avec un bleu sur l'épaule. C'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Et Danny Garcia a effectivement ce timing-là de venir couper complètement la mâchoire d'Amir Khan. Et c'est effectivement l'une de ses défaites les plus dures parce qu'il y a ce truc-là de un combat un petit peu disputé au début. Je prends, je me relève, je prends, je me relève, je prends, je me relève. C'est ça. C'est une grosse soirée de 2012. Hein. Ça a été... parce que Amir Khan était une star, finalement. Ça a été à la fois un choc. C'est une grosse émotion, en tout cas, Clément. Ben ouais, et malheureusement, en fait, moi, l'image que j'ai en tête, c'est quand même Khan. Certes, il se relève, certes, il retourne, mais il est tellement, comment dire, plus là, qu'en fait, Danny Garcia, à un moment, il ne se contente que de balancer des coups, mais très très larges, qui en fait, bon, certes, il y en a qui partent qui le met dans le vent, mais à chaque fois que ça touche, il tombe, ou alors il est complètement déséquilibré. Et c'est crève-cœur quand même pour Amir Khan de se prendre une défaite aussi dure, parce que vraiment le chaos est dur. Et moi j'ai vraiment l'image en tête de Kelly Bailies qui s'approche une dernière fois de Amir et qui lui dit est-ce que t'es prêt à continuer, etc. Et en fait Amir il veut y retourner, mais tu vois dans son regard que c'est que c'est son body language, c'est ça le problème avec Amir, ce que je vous disais tout à l'heure, son body language ne ment pas. Il a envie, lui, il ment, hein, tu sais, il fait ouais, mais son body language ne ment pas. Et c'est un arrêt de l'arbitre, mais des plus, comment dire, des plus logiques, quoi, je veux dire. Et voilà, mais il était debout. Il aura au moins ça pour lui, qu'il s'est quand même relevé, il était debout, mais encore une fois, à quel prix? Gros stop, là, gros stop, et puis surtout, une réputation qui est faite maintenant. Je veux dire, le menton de verre, la réputation est faite et presque sera définitive, ce qui est logique puisque c'est la réalité. Dans un match-up à l'époque qui est le match-up le plus intéressant de l'année, il va affronter Chad Dawson. Il va affronter Chad Dawson pour, là encore, quelque chose qui est presque, quand on y repense, totalement incompréhensible, dans un match-up qui normalement aurait dû être un 50-50 fight, si Andre Ward à l'époque voulait affronter Chad Dawson dans sa catégorie. Chad Dawson était le champion des mi-lourds. Voilà. Mais de façon improbable, Chad Dawson se soumet aux conditions demandées, exigées, comme quoi Andre Ward était le A-side, mais il n'était pas le A-side pour l'industrie de la boxe, c'est-à-dire les consommateurs de boxe, il était le A-side pour les commentateurs et les journalistes de boxe qui le mettaient A-side, et pour le petit corporatisme, le petit milieu boxe, notamment milieu HBO, qui fait que Ward, c'était leur gars, alors que Ward n'a jamais, jusqu'à cette date-là, n'a jamais prouvé qu'il était bankable. Vous savez que la boxe est un sport, mais aussi une industrie, c'est comme le cinéma. Et Ward est tout sauf bankable. Voilà. Quels sont les signes qui font que ça soit bankable? Ward n'a que très tardivement, c'est-à-dire en fin de carrière, été considéré comme un pay-per-view fighter, ou plutôt on lui a laissé l'opportunité, on a tenté le pay-per-view avec un de ses combats. Voilà, je répète, hein, médaillé olympique, champion du Super Six sur la chaîne concurrente Showtime, il en a fallu autant, proportionnellement autant, pour que Floyd Mayweather devienne le pay-per-view fighter, le pay-per-view king. Andre Ward n'a jamais eu ça. Andre Ward, on est actuellement en 2012, n'a jamais boxé à Las Vegas. Andre Ward n'a jamais boxé à Las Vegas. C'est le champion américain. Il a la bonne nationalité pour le public américain. Oui, c'est un public conservateur et protectionniste. C'est un Américain.
médaillé olympique, louangé par tous les grands parleurs boxe, voilà, Max Kellerman entre autres, et ce mec-là, il n'y a aucun business qui se fait dans la ville de la boxe aux États-Unis, Las Vegas. Si vous connaissez le Captain, je vous propose de vous replonger dans la vidéo qui s'appelle Boxing Book. Et cette vidéo, on parle plus largement, on a un petit passage où on parle plus largement de comment Las Vegas, l'industrie de la boxe à Las Vegas se fait. Où pour les casinos et les grandes arénas, comment ils mettent, en fait, ils choisissent, ils font des paris sur des boxeurs en se disant, c'est un boxeur bankable, c'est-à-dire rentable, qui va nous ramener du monde, qui va ramener le public, qui va nous ramener de l'intérêt, qui va nous ramener les journalistes, qui va nous ramener un intérêt où tout le microcosme mondial boxe va venir. Voilà, c'est les casinos font des paris là-dessus. Aucun casino, on est en 2012 donc, et sa carrière est connue de tous, aucun casino ne fait le pari Andre Ward jusqu'à présent. C'est quand même fou à penser. Mais en 2012, il a ce match-up qui, pour tout fan de boxe, tout fan à l'époque, est considéré comme le match-up de l'année. En termes de talent, en termes de renommée, en termes d'indécision, comment prévoir ce combat, notamment techniquement. Mais voilà, ce combat va totalement être gagné à l'avance par André Noir. De façon incompréhensible, Chad Dawson se soumet, comme je vous le disais, à tout ce qu'on lui demande, c'est-à-dire que le champion des mi-lourds qui vient de regagner son titre en dominant, ce qui était toujours pas facile en 2012, Bernard Hopkins, en étant presque considéré à cette époque-là comme un vaincu. Il a eu une défaite contre Jean Pascal, mais dans un combat qui se termine un petit peu de façon bizarre sur blessure, alors qu'il était en train de faire une remontée fantastique énorme. Bref, tous les spécialistes se disent c'est le champion chez les mi-lourds incontestablement, mais ce champion-là, qui est dans sa catégorie, va redescendre pour aller essayer de taper Ward chez les super moyens, et André Ward dira toujours, vous pouvez retrouver bien sûr les vidéos sur YouTube, il dira toujours que ce combat s'est gagné à la pesée. Il y a une vidéo qui existe qui s'appelle Boxing 2 Days de HBO, où on voit ce moment de la pesée, et André Ward dira lui-même que il savait qu'il avait gagné le combat quand il a vu comment Chad Dawson était blême avant de monter sur la balance, et en quoi il n'était pas dans les bonnes conditions. Donc, encore une fois, vous voyez, stratégiquement, le très bon calcul qui a été imposé à Dawson, et le combat va refléter exactement ça. Dawson va vivre un 4e round dans le dur, où il va tomber 2 fois, et il n'est plus là. À partir de là, il n'est plus là. Et du 4e au 10e round, ce combat, je déteste le revoir, mais parce que ça se sent, du 4e au 10e round, pratiquement il s'évapore peu à peu, dans un combat qui, si vous le regardez bien, est un combat au pace, au rythme, mais vraiment un rythme qui n'est tout sauf soutenu. Un petit rythme, ça va petitement. Voilà, il y a que très peu de moments de volonté, d'énergie parfois pour Dawson, pour essayer de chasser, pour essayer de trouver des angles, pour essayer de bloquer Ward dans les cordes, et un Ward qui finalement tranquillement déroule un champion qui était l'ombre de lui-même ce soir-là sur le ring. Et donc Dawson va perdre, je dirais, finalement trop facilement contre notre ami André Ward. Voilà. Alors, après cette victoire qui apparaît, vous comprenez bien, apparaît comme une grande victoire, mais qui, quand on la regarde bien,
est une victoire qui n'apporte rien de satisfaisant pour les fans. On est en 2012 et on est toujours dans une insatisfaction, dans une perplexité face au cas André Ward. Et on se retrouve pour le grand combat de septembre. Et oui, parce qu'en fait, il y a une vraie désorganisation qui se fait pendant cette période, surtout en 2012, mais on peut le sentir déjà des années précédemment, mais surtout en 2012. C'est-à-dire que The Face of Boxing se doit d'avoir pour lui, et d'ailleurs c'est un signe qu'il est The Face of Boxing, d'avoir les 2 dates de fête nationale mexicaine, qui sont en mai, Cinco de Mayo, et en septembre, je crois que c'est pour l'indépendance. Ces dates sont réservées finalement à The Face of Boxing, et ça depuis le début des années 90, surtout. Il y a eu Chavez, il y a eu De La Hoya, et puis ensuite il y a Mayweather qui a pris ces dates-là. Voilà, regardez bien. En fait, ça fait une structuration de l'année. À partir de ces 2 dates, il y a une structuration qui s'opère. Floyd étant en prison, il y a une désorganisation qui se fait. Désorganisation qui est terrible. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, la génération est moindre. En 92, quand Mike va en prison, on a la chance d'avoir pour nous une génération dingue qui fait que ça vient compenser le manque. Ici, le manque est très peu compensé. Et donc, la date reste telle quelle. Elle existe toujours, donc il lui faut un grand combat de boxe. Et on va arriver sur un duel de latino qui est monté pour ça, pour la date. C'est Chavez Jr. contre Martinez. J'ai eu l'occasion de vous en parler justement avec Nico de Culture Box pour son grand duel face à Paul Williams contre Chavez Jr. qui est donné haut encore à cette période de sa carrière en 2012. Preuve encore de la valeur de 2012. 2012, c'est des mecs comme Ortiz, Berto, Chavez Jr. qui sont très hauts encore dans l'esprit. Et donc ça fait un combat, un pay-per-view fight. Chavez Jr. qui, l'année précédente, avait arrêté Peter Manfredo, alors que Peter Manfredo avait fait un très beau combat, le mec de The Contender que j'aimais bien. Voilà, il en était là, et dans ce combat de poids moyen, Martinez, on sait que c'est un excellentissime boxeur, et finalement tout de Chavez est déjà dit. Et tout de Chavez, du Chavez Junior, évidemment, sérieux, c'est pour vous dire. Dans un combat qui en fait est maîtrisé pugilistiquement parlant par Martinez, par ses mouvements constants, vous allez voir le distinguo physique entre les deux est criant de vérité à l'image. Alors si Martinez est un poids moyen, alors Chavez sur le ring est un mi-lourd. Voilà. Et il faut évidemment pas rester en face. Voilà, il prend ses aises, tu vois. Je me fais pas respecter. Alors évidemment, Chavez à la boxe n'y est pas, trop lent, alors que on le sent quand même préparé. Il est physiquement là, il est imposant physiquement. Et puis, alors que dans les Championship Rounds, Martinez n'a qu'à gérer, déjà au 11e, Chavez a quelques moments où tu te dis, mais il pourrait tellement en finir, tu vois. Et puis il y a ce 12e round, qui lui va rester dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu, peut-être pas dans les annales, mais dans la mémoire, puisque Chavez, sur un crochet presque en perdition, tu vois, va quand même réussir à connecter Martinez, et Martinez va être plus que sonné. Il se fait prendre un bouillon de Martinez qui ne s'attendait pas, mais en sursis, en survie, Martinez qui va tomber 2 fois à terre, si je me souviens bien. Donc on est vraiment à ça d'un retournement fou de situation. La salle est debout, mais
avec 2 fois rien, Martinez va quand même réussir à survivre. Et donc la frustration va être grande même pour Chavez, parce que tu te dis que ce gars, je veux dire, il lui a manqué vraiment peu de battre un grand champion de son époque, on peut dire, Martinez. Et de là, Chavez, en fait, le fait qu'il rate le coche, eh ben, on sait maintenant ce que sera sa carrière par la suite. Voilà, combat intéressant, mais combat finalement qui, au vu de l'histoire, ne pourra pas rester dans les grandes annales des livres de boxe. Et puis on continue, voilà, avec cette soirée qui a fait les années 2012, une soirée assez symbolique pour moi, parce que c'est des mecs de cette même génération et finalement de ce même niveau qui se rencontrent. Guerrero The Ghost contre André Berthaud qui va vivre ce qui arrive souvent en boxe, c'est-à-dire une défaite rédemptrice, si on peut dire. Il va même en vivre 2 de suite. Mais nous, on va se focaliser à ce qui se passe en 2012, quand Guerrero a un combat dur. Guerrero a trouvé la solution contre Berthaud, c'est-à-dire lui rentrer dans la gueule, rester en face, être pas brouillon, mais être à la limite du dirty, être âpre, voilà, pas laisser d'espace. Berthaud est un boxeur qui aime faire des resets, voilà, c'est même bien se positionner, bien agir, boum, reset, et ainsi de suite. Si tu l'empêches de faire des resets, bah tu le désorganises, tu le mets très mal à l'aise. C'est ce qui va se passer avec des blessures aux 2 yeux. Et là, Berthaud va être grand, quoi. Grand courage, et il tiendra le coup. Et quelque part, tu te dis, fais aussi ça c'est un peu pour se faire pardonner de s'être dopé, de s'être fait choper pour dopage quelques mois plus tôt. Voilà, donc combat, encore une fois, le combat en lui-même est bien, mais il est symbolique de ce que donnait une génération, cette génération de l'époque. Et vous savez très bien comment Mayweather les regardait. Voilà, Guerrero, justement, il aura son Mayweather fight grâce à ça notamment, tu vois. Mais c'est une génération qui était, qui, en termes de niveau et de nivellement, si je peux dire, était assez faiblarde. Et je peux vous dire, il y a aussi des grands combats que je vais simplement évoquer, mais il y a le premier combat entre Brandon Rios et Mike Alvarado, voilà, qui vont faire une trilogie, hein, l'un contre l'autre, avec dans les 3 combats 2 grands combats, encore l'un contre l'autre, mais on sait aujourd'hui ce que ça valait, Brandon Rios. Vous voyez, il y a aussi Jesus Soto Karass qui fera un énorme combat en 2012. On sait aujourd'hui ce que ça valait, Jesus Soto Karass. Hein, voilà. Donc 2012, et c'est aussi une année faiblarde en termes de niveau. Une année, quand tu la regardes, et on est presque à la fin, qui fait qu'elle ne restera pas dans les mémoires, pas dans les livres de boxe. C'est une année où les choses s'oublient. C'est une année de creux. C'est aussi une année où je suis sûr que ça a été une année où certains ont décroché, et ils ont peut-être eu raison de décrocher de leur passion boxe. Et c'est sûr que c'est une année qui n'a pas fait naître des vocations, qui n'a pas fait naître un intérêt. Il faudra attendre plus tard, et c'est pour ça que je soupçonne souvent des mecs de s'être réveillés juste quelques années plus tard, ou même juste l'année suivante dans leur passion. Et comment dire, on va pas leur jeter la pierre, évidemment, mais 2012 n'a pas créé de vocation, ou alors très très peu, où il fallait être vraiment généreux. Mais toujours est-il que même dans une année faiblarde, il est impossible pour la boxe de ne pas quand même trouver des espaces pour sa grande histoire avec un grand H. Et en toute fin d'année, ça arrive. Pacquiao Marquez 4, attention, ça nous a surpris. 4e combat, parce que déjà à l'époque, Mayweather, on était déjà là-dedans. Donc, bizarrement, avant que le combat arrive, on se dit, c'est un palliatif. C'est un palliatif pour nous faire attendre. Mais on n'avait pas compris tout ce qui jouait. On
on n'avait pas saisi tout ce qui se jouait à ce moment-là. 4e match, donc quelque part, c'est un peu une histoire dans l'histoire. N'oubliez pas que Marquez, c'est une famille de boxeurs. Il y a le frérot Marquez, Raúl Marquez. Et Raúl Marquez, il a eu une quadrilogie de légende contre Israel Vasquez. Si vous aimez la boxe mexicaine, vous devez savoir ça. Donc Marquez, il est aussi comme ça parce qu'il y a une sorte de compétition de bon enfant qui se fait dans la famille. T'as le frérot, qui a sa quadrilogie de légende. Donc le Marquez, il n'en avait toujours pas fini avec la boxe parce que le connaissant, il fait non, moi aussi j'y mets. Mais il se place, tu sais, les quadrilogies de légende, c'est quoi? C'est Willie Pep et Sandy Sadler. C'est il y a plus que 4 combats. C'est Jack LaMotta, Sugar Ray Robinson. Et tout de suite, ce qui vient dans ton esprit, à part son frère Israel Vasquez et Marquez, c'est Pacquiao Marquez, quoi. Et ce combat va être hallucinant. 4e combat, et on va en reparler, mais vous connaissez mes pirates, Fight of the Year, mais complet, c'est que 6 rounds. Et là, le Marquez, t'es d'accord avec moi, Nico? On va pas faire l'erreur du 3e combat. On n'y va pas pour la décision. C'est clair, c'est net, c'est précis, et ça commence sur les chapeaux de roue ce combat, avec 2 très beaux premiers rounds. 3e round, le Marquez qui, je sais pas pour toi, mais je trouve que Marquez, en étant un welter, redevient le Marquez du premier combat, qui avec son bras arrière arrive si bien à contrer Pacquiao. Et 3e round, il a la clé. Gros crochet qui arrive sur la tempe de Pacquiao. Encore moment iconique, avec Pacquiao qui tombe sur les fesses. 3e combat, l'avantage direct pour Marquez. Mais le combat devient fou. Parce qu'ensuite, c'est Pacquiao qui reprend l'avantage. Et un 5e round, c'est bien ça, Nico? 5e round, où Pacquiao va désorganiser Marquez et va lui fracturer le nez. Il lui fracture le nez. Donc Marquez en survie, fracture du nez, respiration ultra limitée. Ça devient chaud. On n'est qu'au 5e round. Et arrive un 6e round où Marquez, là, heureusement que tu es un technicien hors pair pour déjà pouvoir survivre à ça. Et tu vois qu'il y a un coup qu'il a travaillé, qu'il essaye de placer. Et tu vois que Pacquiao, il a une sorte de momentum, il a envie de lui faire passer un bouillon. On est dans la fin du round, le claquement des 10 secondes arrive, il est là, mais tu vois que le Marquez, il a envie de passer un truc spécial. Pacquiao se lâche, et boum, le contre en bras arrière, iconique s'il en est, et Pacquiao tombe comme un arbre, pour ne pas se relever tout de suite. Et Marquez, là, il a dans des conditions dantesques, il a son KO, il l'a plié, Manny Pacquiao. Voilà, Nico, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas trop quoi rajouter, tu as décrit super bien le combat, mais c'est vrai que c'est un début de combat où on a l'impression que d'un côté, à un moment, on se dit, Pacquiao commence pas mal le combat, puis bam, Marquez l'envoie au tapis. Puis on se dit, ça y est, Marquez va finir Pacquiao. Et puis non, Pacquiao cueille Marquez. On se dit, ça se répète. C'est Pacquiao qui reprend le dessus. Et jusqu'à ce contre qui est libérateur, en fait. Qui clôt cette quadrilogie de la manière rêvée pour Marquez. Ouais. Net et sans bavure, il n'y a plus aucune discussion. Il a pris le dessus. Symboliquement, il gagne la quadrilogie. Sur le seul KO, en fait, de cette quadrilogie, ils ont quand même boxé 12-24, 36, ils ont boxé 42 rounds. Le KO arrive au 42e round, c'est magnifique. C'est incroyable. Il lui a fallu 42 rounds pour placer ce KO. Et moi, il y a une image que je veux retenir, que je trouve presque émouvante, en fait, où, en fait, quand Pacquiao gît
face contre terre. Marquez est dans le coin et il met les mains sur ses hanches et il regarde Pacquiao et on a l'impression que il le regarde comme s'il croyait pas, quoi. Ouais. Jusqu'à ce que l'arbitre finisse le compte. Et il attend là, que l'arbitre fasse ça pour là, exploser, pour aller courir dans l'autre coin. Et là, c'est trop mignon parce que je sais pas si tu te rappelles de cette course où il court jusqu'à l'autre coin pour monter sur les cordes et lever les bras. Iconique. C'est un vieux monsieur qui court. Eh ouais. 39 ans. C'est des petites foulées de J'ai vieux pas encore papiers. 39 ans. J'ai pas encore 39 ans. Le mec a 39 ans, il fait ça, Pacquiao. C'est magnifique. 39 ans. Et donc, ben voilà, il a sa grande victoire. Il impose plein de choses. Il s'impose définitivement dans le panthéon de la boxe. Il impose sa rivalité avec Pacquiao comme une rivalité qui est en discussion éternelle pour est-ce la plus grande rivalité de la boxe. C'est en discussion. Ouais. Je ne dis pas que c'est la plus grande, je dis qu'elle est dans la discussion. Et quelque part, c'est le plus important. Voilà. Et il y a plein de choses. Voilà. Je veux dire, c'est quelque part, c'est le chaos qui fait qu'il est en paix. Et tu sens que, bah voilà, l'histoire est belle, l'histoire se finit. Mais. Et Marquez. Vas-y. Marquez aujourd'hui, quand tu vois ses interventions, il est impeccable. Il va réussir son après-carrière parce qu'il est complètement en paix avec lui-même. On l'a pas dit, mais Marquez, c'est un type c'est un type relativement brillant en fait intellectuellement. C'était un premier de la classe. Il a travaillé dans le département comptable du gouvernement mexicain jusqu'à ce qu'il démissionne parce qu'il n'arrivait pas à mener ça de front avec la boxe. C'est un type qui investit bien et de façon sûre. Et une belle carrière parce que c'est quand même la voix de la boxe sur ESPN. ESPN a un réseau hispanique. Voilà, et il y a bien sûr Chavez. Il y a Chavez qui moi je ne parle pas l'espagnol, donc tu vas me dire, mais il y a Marquez qui est là pour faire ses analyses. Il me semble que Marquez, pour le peu que je comprends, est carrément au-dessus en termes d'analyse. En termes d'analyse, Marquez est carrément au-dessus, mais tous ceux qui aiment la boxe mexicaine aiment la passion de Chavez bah ouais. au commentaire. D'ailleurs, c'est marrant parce que Chavez, à chacun des combats de Marquez contre Pacquiao, était littéralement hystérique. Ultra pro Chavez évidemment, et c'est amusant parce que Chavez a toujours dit que s'il y avait un boxeur qu'il n'aurait pas voulu affronter, c'était Marquez. Oh ouais, et je comprends. Et ça, c'est un bel hommage. C'est un bel hommage. Ah oui, oui. Comme un client. Parce que Chavez, c'est pas un homme qui distribue les compliments comme ça. Hein. Non. Voilà, même à son propre fils, il les distribue pas. Hein. Donc pour en même temps, il les mérite pas vraiment. Oh, on est bien d'accord. Non, mais pour te dire, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose de fort. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, quelque part, Marquez, là, il a tout clos. Il a tout finalisé. Et voilà l'année de boxe 2012. Voilà ce que ça donne. Évidemment, il y a 10 ans, la boxe n'était pas à son meilleur, ce qui a permis au Grand Manitou d'avancer leur pion pour tout changer. Puisque, comme on vous le disait, le contrat Showtime Mayweather est la base d'une attaque en termes de jeu d'échecs du clan Alemon, qui s'imposera d'autant plus avec la création de PBC en 2015 et qui a structuré la boxe d'une certaine façon comme on la connaît aujourd'hui. Les origines, les effets de profondeur, ça a trouvé en 2012. Voilà, 2012, c'est beaucoup de boxeurs qui ne resteront pas dans l'histoire. C'est une génération qui ne restera pas. Je l'ai répété, Soto Karass, Rios, Berto, même si j'ai une grande affection pour eux. Guerrero, Chad Dawson que j'adore. Voilà, ils ne resteront pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à étudier. Voilà. Mais pour se souvenir de 2012, il fallait être un fan hardcore. Peut-être vous.
qui nous avez regardé. Bon allez, je vous embrasse les amis. C'était l'année 2012 de boxe, c'était il y a 10 ans. Ça permet de voir où on en est aujourd'hui. Les années de la boxe continuent, évidemment, c'est toujours un kiff de les faire. Et puis restez branchés, restez connectés, abonnez-vous, évidemment, pour savoir la prochaine, qui sera encore une sacrée surprise. Portez-vous bien, à bientôt, ciao.